Bienvenue et merci d'être là, à vous toutes et tous. Sur une proposition du FAIR, la Fedelima et le SMA, le syndicat des musiques actuelles, on a souhaité vous proposer ce temps d'échange avec Nicolas Lefebvre, directeur du FAIR depuis septembre, pour partager les orientations 2026 de ce dispositif. Pouvoir aussi échanger avec vous si vous avez besoin de précisions, de questions. N'hésitez pas soit à lever la main avec les petits outils dans la barre du bas, soit à poser les questions dans le chat. Je relayerai auprès de Nicolas. On est ensemble pour 1 heure et demie, grosso modo. On va aussi enregistrer ce webinaire pour permettre à celles et ceux qui ne sont pas là actuellement de pouvoir le réécouter, puisqu'on a eu certaines demandes en ce sens. Donc, c'est surtout pour partager les infos qui auront été partagées sur ce moment-là. Donc, voilà le pourquoi de cet enregistrement qu'on repartagera sur les listes de diffusion, à la fois du syndicat et à la fois de la Fedelima. Comme ça, on pourra voilà, concerner davantage de monde. J'accueille les derniers participants et participantes qui se connectent actuellement. Et puis, je vais passer la parole. Donc, merci Nicolas d'être là et de pouvoir nous présenter un peu les grandes orientations du FAIR pour l'année qui arrive. Merci Stéphanie. Bonjour à tous et à tous. Bon, il y a pas mal de têtes que je connais forcément, puisque vous me connaissez sous ma casquette d'ancien directeur de la Cave aux Poètes à Roubaix, pour pas mal d'entre vous. Voilà, je voulais faire un point un petit peu depuis ma prise de poste là en septembre sur le dispositif du fer. Ce que je vous propose, c'est que je vais dérouler un petit peu une présentation et notamment parler des évolutions dès 2026. Mais n'hésitez pas, effectivement, à entrecouper, ce sera un peu plus vivant, voilà, comme présentation. Pour dire deux, trois mots sur le fer, hein, vous savez que le fer a aujourd'hui 36 ans d'existence. C'est le premier dispositif qui a été créé sous l'ère Jacques Lang, et notamment grâce à un monsieur qui est éditeur de musique aujourd'hui, mais qui a été conseiller culture, qui s'appelle Bruno Lyon, qui est chez Pierre Musique maintenant. C'est un premier dispositif de soutien au développement de carrière. Souvent, on parle de démarrage de carrière et de professionnalisation en musique actuelle. Pour vous donner un petit peu de détails là-dessus, bon, déjà le FAIR, c'est vrai que le FAIR sont les initiales du Fonds d'action et d'initiative rock, qu'on pourrait très bien terminer par rap, R&B, rumba, reggae aujourd'hui, pour être au plus proche des musiques actuelles. Et puis, c'est un dispositif qui s'appuie sur un socle, on va dire, de cinq missions. Le premier, effectivement, c'est le soutien financier. Il y a une bourse donc pour les lauréats, une bourse de 5 000 euros, voilà, par lauréat. Ensuite, il y a un parcours de formation. Un parcours de formation qui, en gros, se divise en trois gros blocs. Un premier séminaire autour de la gestion de carrière. Donc la gestion de carrière, on est plutôt autour du statut de l'artiste et des droits, phono, jusqu'au droit du spectacle, hein, aussi. On a un deuxième parcours, alors qui est assez couru, je dirais, pour les artistes, qui est une formation, un séminaire de 4 jours sur la communication et le marketing digital, où on traverse à peu près tous les sujets qui les concernent, de l'établissement un peu de l'identité de leur projet, à la transformation sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, comment ils gèrent un peu voilà, leur catalogue et leurs actualités. Et il y a un troisième séminaire qui est un peu le dernier qui est apparu, puisque c'est vrai que le fer a tendance à faire évoluer son dispositif en fonction de l'évolution du secteur aussi. Le troisième, c'est un séminaire de formation autour de la santé physique et mentale des artistes. Vous savez, hein, que le contexte a quand même fortement évolué. Aujourd'hui, on est plus sur à la fois comment dire, des artistes en émergence qui sont signés très vite dans les labels ou les maisons de disques, où on trouve très vite de l'entourage professionnel. Donc il y a aujourd'hui une période de démarrage qui s'apparente principalement à de l'artiste auto-entrepreneur,
ce qui est assez intéressant pour les artistes dans la compréhension des enjeux, mais qui permet aussi voilà, à eux de connaître un peu mieux l'environnement. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on fait notamment le séminaire gestion de carrière. Donc, ce parcours de formation, il est en 3 temps. Il y en a un dernier sur la promo 25, qui est le séminaire artistique. Mais c'est quelque chose qui ne va pas rester en 2026 et je vous expliquerai, enfin, fin 2026 et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ensuite, on a effectivement le faire, c'est aussi beaucoup de conseils auprès des artistes. Conseils notamment sur la manière d'appréhender leur contrat. On a une position à la fois de conseil et puis de médiation. Parfois, quand il y a des soucis avec les labels ou les contrats d'édition ou les producteurs de spectacles, là-dessus, on négocie rien à leur place, hein. On a une position de médiation qui permet voilà, d'essayer de régler les problèmes qu'il peut y avoir et qui empêcherait les artistes de continuer le bon développement de leur carrière. On a aussi des avocats, alors qu'on finance, hein, pour effectivement les grosses problématiques de lauréats. Qui auraient besoin de régler des problèmes juridiques. Donc ça, c'est un point aussi important et on a des avocats dans tous les domaines, que ce soit le phono, l'édition, les droits du spectacle. C'est assez complet en termes d'intervention. Après, on intervient beaucoup aussi sur la structuration de leurs projets. Notamment, on a un partenariat avec Ideal Rights, qui maintenant s'appelle Ideal for Artists, qui est une société d'artist services, mais qui intervient déjà en formation pour le faire, mais aussi individuellement sur les projets de l'artiste. Alors, quand on dit conseil, on est vraiment dans euh, c'est très, euh, c'est très actif avec eux, hein. C'est-à-dire, pour donner un exemple, on va leur demander de venir avec leur numéro de SACEM et puis on va regarder effectivement quels droits et s'ils ont bien perçu tous leurs droits, s'ils sont inscrits à l'ADAMI, pareil, on va faire la même chose. Certains nous disent, bah, je perçois des droits SACEM mais j'ai rien à l'ADAMI, comment ça se fait? Et ben là, on va directement les loguer dans leur espace et puis avec IDEAL, on les accompagne pour qu'ils puissent récupérer effectivement l'ensemble des droits, puis bien comprendre comment les droits qui n'ont pas été perçus. Quelles en sont la raison, des mauvaises saisies, des éditeurs qui mettraient que les titres qu'ils ont en édition sur le programme de live. Voilà, il peut y avoir différentes manières d'intervenir sur le conseil. Donc, et la structuration, effectivement, qui est plutôt une structuration avec des propositions de lui faire vraiment en 360. Tous les lauréats ont des rendez-vous individuels sur lesquels, effectivement, on traverse un petit peu leur parcours, leur entourage. Et il y a un point aussi que je voudrais souligner qui est hyper important, qui est l'entrée offerte est vraiment une entrée artiste. C'est-à-dire que c'est pas le manager qui remplit le dossier et qui décide d'envoyer son artiste offert, mais c'est bien l'artiste qui remplit le dossier sur lequel il peut inviter son manager à l'aider à remplir le dossier. C'est une nuance qui est assez importante parce que l'entrée, elle est vraiment faite pour les artistes. Nous, on n'accompagne pas un label ou un manager, on accompagne vraiment un artiste ou un groupe de cette position. Et pour vous donner un ordre d'idée, on fait un premier entretien individuel où on balaye un peu tout avec le groupe et on le fait sans l'entourage professionnel. Alors, l'entourage professionnel est bien naturellement associé après. Sur le suivi des différents temps du faire et ça me paraît important. Mais c'est vrai que l'entrée pour nous, elle est voilà, l'artiste a une hotline en direct avec les bureaux du fer sur le moindre problème et c'est important là-dessus. Et le dernier point pour finir le 360, c'est vraiment la question du live. Alors, vous savez que pour des raisons financières, le live a été arrêté ces 2 dernières années sur l'accompagnement du fer, hein. Il y a eu un moment
faire le tour dans les régions avec des concerts des lauréats. Il y a eu aussi ces soirées au Café de la Danse, voilà, qui étaient filmées avec l'ensemble des lauréats. Et donc là, on va réactiver effectivement le live sur 2026. Voilà un petit peu les cinq pierres, je dirais, fondatrices du fer. Et là-dessus, enfin, je suis pas du tout arrivé au fer en un mode de révolution. Il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, avec notamment des lauréats qui sont à chaque fois positionnés en début de parcours et qui font de nombreux bilans pour nous permettre d'avancer aussi sur, plus finement sur le contenu et puis le faire évoluer au fil des ans. Moi, mon projet pour le faire, c'est bon. Donc, je vous ai parlé du bloc de formation, qui est quand même un pilier assez important, qui leur donne vraiment toutes les clés pour gérer leur projet. Et puis, on a quand même beaucoup d'artistes auto-entrepreneurs, hein. Là, si je prends les 7 lauréats qui sont arrivés en septembre, il y en a 5 qui ont au moins une asso ou monté une SAS pour produire, voilà, ou qui ont une structure juridique digne de ce nom pour pouvoir avancer sur leur musique. On fait face aussi à des artistes qui de plus en plus comprennent les enjeux autour de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire notamment les artistes sont mieux informés, je dirais aujourd'hui, donc ils entendent qu'effectivement, quand on signe avec un éditeur, c'est 70 ans après la mort du dernier ayant droit. Donc voilà, c'est pas anodin. Donc on a aussi des artistes qui voilà qui apprennent très vite à produire à côté de leur musique. Même si dans la vision qu'on peut en avoir, on a aussi le droit d'être un artiste qui n'a pas envie de s'occuper de ça et de prioriser, de gérer un entourage professionnel. Mais surtout, pour nous, le premier objectif, c'est qu'ils comprennent bien tout ce qu'ils signent avec des partenaires. Ça, c'est un point important. Avant de parler des évolutions 26, je voudrais aussi faire un petit point sur le jury du FAIR, parce que c'est là qu'on a le plus de retours d'artistes non sélectionnés, c'est joué d'avance, c'est un truc très parisien, c'est pas ouvert à l'ensemble, on comprend pas comment c'est choisi. Alors c'est très simple, hein, le jury il est composé essentiellement de membres de la filière. Vous savez que pour postuler au FAIR, et je vais peut-être commencer par les critères du FAIR, donc c'est d'être domicilié fiscalement en France. Ensuite, c'est d'avoir un répertoire comprenant au moins 90% de composition originale. Ensuite, être inscrit à la SACEM. Avoir au moins 2 partenaires professionnels possédant un numéro de SIRET. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait plutôt tendance à considérer l'entourage professionnel comme j'ai un label, un éditeur, un manager ou un tourneur. Là, sur 2026, donc c'est une ouverture dans les critères, mais qui existait déjà, mais sans vraiment le mettre noir sur blanc. On va considérer aussi dans l'entourage professionnel que je suis accompagné par une salle de concert qui a un numéro de SIRET, un festival ou une structure d'accompagnement. Je peux être considéré comme effectivement, bien sûr, un partenaire un professionnel de l'artiste et c'est important aussi. L'idée pour moi est d'ouvrir davantage au travail qui est fait sur les territoires et que ça soit davantage visible sur le fer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur le fer, là, sur la dernière session, on a 7 artistes et 5 Parisiens. Pardon, 4 Parisiens et 3, parce qu'il y en a une qui a déménagé, et 3 qui viennent des territoires. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer voilà, de renforcer. En tout cas, les critères ont été ouverts pour ça. Ce que je dois vous dire aussi sur les 2 partenaires professionnels, il faut imaginer que un même partenaire qui a à la fois le management et l'édition, par exemple, peut être considéré comme 2 partenaires à partir du moment où il est prouvé qu'il agit sur ces 2 domaines, effectivement, pour l'artiste. Donc ça, ce sont des points importants parce qu'on est en pleine ouverture de l'appel à candidature, hein. C'est ouvert depuis le 20 octobre.
Et la plateforme se terminera le 17 novembre à midi. Voilà, je précise à midi, puisqu'il y a toujours les retardataires qui pensent que ça se termine à minuit. Mais non, c'est bien à midi que se termine l'appel à candidature. Ensuite, un autre critère pour pouvoir postuler au FAIR, c'est de ne pas avoir exploité son premier titre, s'il existe, il y a plus de 5 ans. Donc là, ça fait janvier 2021. Voilà, donc ça veut dire que tous les artistes qui effectivement ont produit sous ce nom et ce même projet de la musique, notamment sur les plateformes, avant cette date-là, ne peuvent pas postuler au FAIR. Et je serais ravi d'avoir vos retours sur ce critère, voilà, sur lequel je tâtonne un petit peu depuis que je suis arrivé, qui à la fois permet quand même de gérer le nombre, mais en même temps peut-être ferme la porte à des projets qui pourraient y prétendre. Donc je suis tout oui sur ce sujet. Et ensuite, avoir fait au moins 10 concerts depuis la création du projet. Donc sur le même projet, effectivement, au moins 10 dates de concert. Alors c'est un critère que j'ai relevé en passant de 5 à 10, avec l'idée quand même que le live est aujourd'hui redevenu le revenu moyen principal des artistes en musique actuelle en France, et que le live a une part quand même très importante pour moi dans le développement de carrière. Pourquoi? Parce que souvent on s'aperçoit que les artistes émergents qui ont des rendez-vous avec des labels, par exemple, bah, il y a une discussion, il y a un rendez-vous et ça se revoit. Et puis, généralement, la finalité, c'est quand même quand est-ce que tu as un concert que je vienne te voir sur scène. Et ça, du coup, c'est un point central qui va de pair avec le fait de remettre aussi du live offert pour l'édition 2026. Et ça me paraît, voilà, ça me paraît judicieux, même si c'est pareil, si on a un artiste qui a un projet qui a bien fonctionné, mais qui s'est arrêté, qui repart sur un nouveau projet avec beaucoup d'expérience de la scène, mais qui n'a pas encore fait 10 concerts, j'avoue que c'est aussi une question qui peut être problématique. Nicolas, une question dans le chat de Garance Samieux du Petit Faucheux. Est-ce que pour les dates de concert que tu cites, il faut que les artistes soient rémunérés sur les 10 concerts minimum avant d'accéder au dispositif? Alors, moi j'ai envie de dire c'est toujours mieux rémunérer les artistes quand il y a des concerts. Après, j'entends que effectivement il peut y avoir des concerts de promotion voilà, qui ne sont pas rémunérés, ou des tremplins qui effectivement rentrent pas dans la catégorie concert rémunéré. Donc non, pas forcément. Garance, est-ce que la réponse, enfin, ça répond à ta question ou tu as des précisions à amener? N'hésite pas, hein. Alors, j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question qui est comment faites-vous le tri sur les concerts? Eh bien, c'est là où, avec le fer, on va développer un nouvel outil numérique. Parce que là, c'est très fastidieux. En fait, il y a beaucoup de choses qui se trient en manuel. Alors, vous imaginez bien que le fer, c'est entre 800 et 1500 dossiers par an. Donc c'est un peu complexe à maîtriser, puisque effectivement les dates de concert, on peut dire que on est allé jouer fictivement dans des endroits pour remplir l'ensemble des conditions. Alors pour l'instant, ça va se traiter de manière manuelle là sur le 26. Alors venant du live, bah, après je peux vous assurer que normalement je connais à peu près toutes les salles, donc ça sera peut-être un peu plus simple, mais surtout demain l'idée c'est qu'on ait un outil qui permette de générer une vérification des concerts, des concerts qui ont vraiment existé pour faire le tri. Je sais pas si ça vous convient comme réponse. Oui, oui, merci, ça répond. Merci, Nicolas. Donc voilà sur l'ensemble des critères. Ensuite sur les évolutions du dispositif. Comme je vous ai dit, il y a un bloc formation qui est bien en place avec cette trilogie voilà, autour de communication, marketing digital, gestion de carrière et santé physique et mentale, hein, qui est très demandée par les artistes.
C'est quand même un sujet prégnant aujourd'hui. Voilà. L'idée, c'est plutôt de travailler différemment, puisque vous avez vu l'appel à candidature. On revient sur une seule session de 15 lauréats au lieu de deux sessions de 7 lauréats. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que dans un premier temps, mon analyse me fait dire qu'on est une équipe de trois et que de gérer deux fois le même programme sur une même année, c'est un peu compliqué et on va gagner énormément de temps à ne faire qu'une seule session, effectivement, à 15. Et la deuxième raison, c'est surtout je me suis aperçu que la deuxième session de septembre par rapport à celle de février mangeait un petit peu la suite de l'accompagnement de celle de février, c'est-à-dire qu'on est sur une période de 6 mois qui est intense, mais après, on a l'impression ici en interne de redémarrer. Voilà, sur une nouvelle session et peut-être de laisser un peu plus loin celle de février. Donc là, on va se redonner une année complète d'accompagnement pour les 15 lauréats. Ce qui me paraît, voilà, ce qui me paraît essentiel. L'idée aussi, c'est que donc les nouveaux lauréats vont arriver début mars 2026 avec une session de 15. Et l'idée, c'est le parcours que j'ai tracé un petit peu autour des 5 axes du FAIR. L'idée, c'est de réintégrer effectivement un événement live qui se passera début 2027 sur Paris autour de... Alors, c'est une demande hein, des lauréats qui, effectivement, depuis un an, ne se retrouvent pas à travers un événement live. Donc, du coup, l'idée, c'est de remettre les 15 lauréats, effectivement, sur un temps fort de 2 jours pour voilà, fédérer davantage, on va dire, le côté scénique pour les artistes, mais aussi le faire est une organisation de filière, donc aussi fédérer la filière et les partenaires aussi assez nombreux du FAIR, hein. Je vous rappelle que le FAIR est dans une gouvernance associative où l'ensemble de la filière est représenté dans son conseil d'administration. Ça va du ministère de la Culture en passant par le CNM, la SACEM, l'ADAMI, la SPPF, la SCPP. Voilà, donc il y a vraiment du monde autour de la table et géré par contre par un bureau de professionnels à l'intérieur de ce CA. Donc c'est important parce qu'on y parle dans ce conseil d'administration, autant avec les problématiques du ministère de la Culture que des problématiques de la SCPP autour de Warner, Sony, BMG et Universal. Ce qui est fait un grand écart, parfois pas simple à gérer, dans le sens où vous imaginez que les positions sur l'émergence sont pas tout à fait les mêmes. Je parlais du jury, une information aussi importante sur l'ouverture des critères qui a été faite sur l'entourage, la notion d'entourage professionnel et cette connexion avec les territoires, parce que c'est vrai que mon analyse, elle a plutôt porté sur le fait que quand le FAIR a été créé, c'était le seul dispositif d'accompagnement. Alors au niveau national, ça le reste, mais bon, les Inouïs, tremplin des Inouïs existait 2 ans avant, les chantiers des Franco est arrivé juste après. Aujourd'hui, l'écosystème autour de l'accompagnement, il est quand même très différent. C'est-à-dire que depuis, il y a bon nombre de dispositifs sur les territoires, des montées en puissance aussi autour de la mission d'accompagnement dans les SMAC, mais pas que. Et donc ça, c'est un enjeu qu'on doit appréhender, nous, au niveau du FAIR, sur la complémentarité, effectivement, de notre dispositif par rapport à déjà l'ensemble du travail auquel vous procédez sur vos territoires, qui sont déjà des niveaux de repérage essentiels. Je prends pour exemple, effectivement, on a quelques groupes là qui viennent de régions où ils ont déjà bénéficié d'accompagnement et je peux vous dire que dans les tests de positionnement, ça se ressent directement, qu'il y a déjà eu pas mal de choses de faites. Donc c'est comment nous demain on arrive davantage en complément, effectivement, peut-être avec des choses plus à la carte en fonction des groupes. On a déjà une certaine latitude sur des programmes de formation que certains lauréats auraient déjà vus en long, en large et en travers. Et
qui sont confirmés dans les tests de positionnement. Donc, voilà, ce sont des choses effectivement auxquelles on reste attentif. Et je parlais de ça parce que dans le jury, c'est pareil, on avait plutôt tendance historiquement à avoir des jurys issus du monde des labels, de l'édition, du management et du tour. Là, la volonté, donc vous imaginez bien, s'il y a 15 lauréats en 26, il y aura 15 membres du comité artistique. Et donc la proposition, elle est d'ouvrir aussi effectivement les jurys sur les métiers de direction de SMAC, de chargé d'accompagnement, de programmateur, de programmatrice de festivals ou de salles, pour essayer d'avoir une vue voilà, encore plus complète de ce qui se fait autour de l'émergence. Pour vous expliquer un peu effectivement comment se passe le jury, donc on a un comité artistique de 15 personnes qui est complètement anonyme, c'est-à-dire que chaque juré ne se connaît pas, se découvre le jour du jury. C'est important, on est dans une filière où il peut y avoir beaucoup d'interconnaissances ou de collusions. Imaginez, je suis un label, puis forcément mon artiste a postulé, et donc forcément je veux que mon artiste soit dans le fer. Donc du coup, on prend beaucoup de précautions. Il y a une charte hein, qui est signée par chaque membre voilà, du jury qui s'engage. Très clairement, quand ça revient à nos oreilles que machin sait que machin est dans le jury, bah, on les retire du jury. C'est arrivé hein, voilà, plusieurs fois. Donc ça, pour vous dire que c'est important, on est sur une mission d'intérêt général et donc voilà, il faut être très vigilant par rapport à ça. Il y a même l'ensemble du bureau qui est présent pendant la journée de jury, deux scrutateurs membres du CA qui viennent vérifier et acter en fin de jury qu'il n'y a pas eu voilà, de collusion, d'arrangement entre les membres du jury et des artistes choisis. Donc ça, c'est voilà, quelque chose d'important et au moins ça lève un peu le voile sur l'organisation qui peut paraître parfois opaque pour les artistes ou même pour les gens de la filière sur cette organisation. Voilà ce que je peux en dire. Ce que je dirais aussi, c'est que le jury a une vocation essentiellement artistique. C'est-à-dire qu'en gros, on reçoit, je vous ai dit, entre 800 et 1500 dossiers. Il y a une première sélection qui est faite sur la base des critères et d'un premier niveau artistique qui est fait par l'équipe du FER et le bureau. On a une première liste de 150 voilà, présélectionnés avec lesquels on va vérifier déjà que tous les critères et le dossier est bien à jour, puisque vous imaginez qu'entre là, les dépôts sur octobre-novembre et janvier, on a parfois effectivement des évolutions assez notables dans l'entourage des artistes. Donc, il est important voilà, qu'on puisse prendre le temps de checker un peu tout ça et de vérifier que l'éligibilité est encore OK. Ensuite, on a donc cette présélection de 150 groupes. Il y a deux titres hein, qui sont demandés sur la plateforme du FER. Je précise que c'est un choix de titre très stratégique puisque les membres du comité artistique ont une playlist donc de 300 titres, deux titres par artiste ou groupe, à écouter. Et leur premier choix, leur première présélection, elle est faite sur la base de l'écoute uniquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les dossiers. On est vraiment sur voilà, un premier choix qui est essentiellement artistique sur la base de l'écoute. Bien sûr, avec les noms, ils peuvent commencer à diguer un petit peu le projet. Mais une fois qu'ils ont une première présélection de leur côté, là, on leur envoie effectivement le dossier complet qui leur permet d'avancer un petit peu sur leur raisonnement. Et ce qui est important également aussi, c'est dans le choix qui est formé, c'est un top 5. Du coup, chaque membre vient au jury avec un top 5 qui sont vraiment ses coups de cœur à l'écoute et en même temps passer la phase euh, d'étude du dossier voilà, pour être sûr que c'est le bon moment pour les accompagner. Voilà, et après, chaque membre du comité artistique est, je dirais, quelque part responsable de son choix.
Alors, imaginez bien que lors du jury, il y a beaucoup de noms en commun, et c'est là l'objet, je dirais, le fondement même de la journée de jury. C'est de discuter entre membres de la pertinence d'accompagner tel ou tel artiste avec tel ou tel membre du jury, puisque les membres du comité artistique sont aussi parrains ou marraines de l'artiste. Ce qui permet le faire apporte une vision, 36 ans de méthode d'accompagnement, mais c'est bien aussi avec le parrain et la marraine d'avoir un œil un peu extérieur qui peut apporter d'autres choses, une autre vision pour qu'elle soit plus complète. Puis des fois, ça fait des belles histoires, là notamment chez les lauréats de septembre, voilà, de marins, de marraines et de parrains voilà, qui vont faire un bout de route ensemble, voilà, sous divers casquettes. Donc ça, voilà, c'est plutôt chouette, mais il y a pas bien sûr d'obligation aucune. Voilà, pour être tout à fait transparent sur comment fonctionne le jury offert. Merci Nicolas pour toutes ces informations très intéressantes. Est-ce qu'il y a des premières questions ou besoin de précision? Alors vous pouvez, avec le petit onglet réagir dans la barre du bas, lever la main ou mettre dans le chat comme vous voulez. Tout semble limpide. Et Nicolas, toi, tu souhaitais des retours. Tu nous disais que tu souhaitais des retours aussi sur tout à l'heure dans ton déroulé. Ouais, la question de ne pas avoir exploité de titre. Ah oui, sur la période des, 5 ans. des, Hmm. des 5 ans avant. Est-ce qu'il y a des avis à partager, Nicolas, sur cette question-là, dans la réalité des groupes aujourd'hui? Est-ce que vous avez été bloqué par des candidatures potentielles parce que le groupe existe et a produit de la musique depuis plus de 5 ans? Alors moi, je m'appelle Justine, je travaille à la gare de Coustelet. Nous, on a des dispositifs d'accompagnement, notamment Jump et Locomotive. Et c'est vrai qu'on a dans ces critères de sélection la question de quand date le projet. On s'est beaucoup posé la question. Et on a fait à peu près le même choix, entre 4 et 5 ans. Le groupe devait avoir 4-5 ans maximum. Mais c'est vrai que c'est un vrai questionnement et je pense que l'ensemble des critères de sélection pour les dispositifs, c'est toujours en réflexion. Donc, ce qui fait que des fois, ça peut être un peu limitant pour des groupes qui seraient plutôt autour des 6-7 ans, mais voilà, ça nous permet quand même de faire une sélection à notre échelle. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose régulièrement dans notre cas. Merci, Justine. David de Norma témoignait effectivement dans le chat de la même période à peu près. Alice Pluchon du réseau Combo 95. Pendant combien de temps après la fin d'un dispositif, celui-ci peut-il être considéré comme partenaire d'un ou d'une artiste? Tu parles, Alice, des parrains marraines? Voilà. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, si tu m'entends, Alice? En attendant, je passe la parole à Delphine, de l'autre canal. Delphine Colno, pardon. Bonjour, merci Stéphanie. Bonjour. Pour revenir du coup sur la création du projet à 5 ans, alors c'est la même chose aussi pour les Inouïs, hein, pour rappel, hein, je pense que vous êtes toutes et tous au courant. Je Euh, crois que c'est 6 ans. Je Est-ce crois que que c'est 6 c'est ans. 6 ans? Ouais. C'est Hmm. 6 ans, exactement. Mais est-ce que c'est vraiment alors la sortie d'un titre, donc là en l'occurrence avant 2021, effectivement, ou parce qu'il y a des projets en fait qui hésitent à repostuler parce qu'ils ont changé de formule, parce qu'entre-temps, alors soit sous le même nom ou soit pas sous le même nom. En l'occurrence, pour les Inouïs, par exemple, il faut une vraie enquête pour savoir si c'est l'artiste qui a déjà écumé des lives, enfin voilà, qui a une vraie carrière finalement avant ces 6 ans-là. Enfin, c'est toujours problématique. Alors, les artistes essayent d'expliquer par X et X moyens.
par des lettres, etc. Mais bien souvent, bah, ça ne passe pas. Alors, est-ce que pour le faire, c'est un peu le même principe ou comment vous fonctionnez très exactement? Eh bien, c'est assez simple. En fait, si c'est le même nom de projet, et effectivement, c'est un premier album ou un premier EP ou un premier titre qui est sorti il y a plus de 5 ans, effectivement, ça ne peut pas fonctionner pour le faire. Ouais, Ça, c'est un point. Après, effectivement, on a des exemples d'artistes qui ont changé de nom. Mais généralement, dans les changements de nom, il y a aussi des changements de personnes, quand même, des évolutions. J'ai pu faire partie d'un groupe et je monte mon projet solo, donc j'ai changé de nom, mais c'est pas le même projet. Là, on a vraiment une ok, considération pour nous qui est, c'est un nouveau projet. d'accord, ça marche. Merci. Et donc la précision d'Alice est arrivée. C'est les partenaires qui sont cités dans les critères de candidature. Nicolas, combien de temps reste-t-il partenaire du projet artistique? Alors, les partenaires avec lesquels le groupe arrive, du coup, c'est ça? Oui, ce que je comprends aussi. Tu nous dis, Alice, si c'est pas ça. Parce que j'ai pas d'analyse sur la durée des contrats que les artistes peuvent amener, mais après il y a différentes situations, hein. Il y a des partenaires, il y a des artistes qui arrivent avec des partenaires de longue date où on sent que voilà, c'est une histoire qui sont longues, qui sont en train d'écrire ensemble. Mais après, malheureusement, j'ai pas de données sur la durabilité des contrats. On a des artistes qui sont en pacte de préférence, par exemple, pendant 5 ans, avec des partenaires. D'autres qui arrivent avec des one-shots contractuels ou des périodes d'essai en management. Voilà, c'est très varié. Je n'ai pas de chiffres moyens à donner là-dessus. Merci. Garance Sagneux du Petit Faucheux demande quel est l'engagement attendu de la part du FAIR sur les structures partenaires des artistes qui font de la diffusion. Est-ce qu'il y a un engagement à diffuser les concerts, la résidence? Est-ce qu'il y a des attendus types ou alors c'est vraiment à la carte de chaque projet artistique? Non, il n'y a pas en tout cas, on n'a pas défini d'engagement précis. Voilà. Après, il faut quand même que l'accompagnement par une salle ou une structure ou un festival soit matérialisé, existe bien. Ça, c'est pas très dur à vérifier. Il faut qu'il y ait un lien fort avec la salle, hein, quand même. Enfin, c'est important. Mais en tout cas, on n'établit pas de critères. Mais après, dans cette question, j'y vois aussi un début de réponse. Les lauréats qui bénéficient le mieux de l'accompagnement du FAIR sont quand même ceux dont l'entourage se donne tous les moyens possibles pour que le projet fonctionne. Si. Un avis sur du coup la durée par Frédéric Aranega de la Belle Électrique sur cette histoire de 5 ans par rapport à l'âge des musiciens, qui peut peut-être être un frein quand les musiciens ont commencé très jeunes. Est-ce que vous Ouais. avez... Bah, moi, j'ai un avis effectivement un peu qui est pas tranché hein, sur ce critère qui m'interroge, voilà, qui m'interroge beaucoup. Effectivement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a enfin, des artistes qui en auraient besoin et qui ont passé malheureusement ces critères-là. Donc, c'est un critère qui peut être un peu gênant là-dessus, mais la maturité prend du temps. Alors après, il y a quand même des signes. Dans le rap et l'électro, généralement, c'est des projets qui vont assez vite. Après, on a des projets qui demandent plus de maturation, mais 5 ans enfin, semble quand même être une moyenne qui fait un peu foi, on va dire, sur l'ensemble des dispositifs nationaux. Et a priori territoriaux aussi, puisque certains ont dit qu'ils avaient le même critère. Merci Nicolas. Il y a un sujet que je voudrais développer aussi. Dans l'émission du Fer, on a un autre dispositif qui s'appelle Transversal.
qui n'est pas un dispositif du FAIR, mais qui est un dispositif initié par le ministère de la Culture, avec l'ensemble des dispositifs nationaux et tremplins. Donc dedans, il y a le FAIR, il y a Trampo à Nantes, il y a Jazz Migration. Il y a les prix de musique d'ici et d'ailleurs, en musique du monde. Il y a Buzzbuster. Il y a les chantiers des Franco. Et c'est un dispositif qui est réservé à l'ensemble des lauréats et lauréates de ces dispositifs et qui permet, qui est plutôt un questionnement on va dire, de deuxième partie de carrière avec une proposition de parcours de formation, de séminaire, de réseau autour, notamment ces dernières années, de la musique à l'image, c'est-à-dire c'est ouvrir un petit peu le champ des possibilités pour les artistes sur le fait de composer, d'ouvrir un peu son champ je fais des albums et je fais des concerts, mais je peux aussi travailler pour le cinéma, je peux travailler pour les jeux vidéo, je peux travailler pour la pub, je peux voilà, travailler sur d'autres choses. Donc ça, transversal, c'est un autre dispositif alors, qui est moins visible, mais qui est, parce que il se passe un peu en vase clos avec l'ensemble des lauréats, mais qui est aussi assez intéressant sur son approche autour des différents métiers en tant que compositeur ou producteur, arrangeur dans la musique. Il y a des restitutions publiques, non, sur Transversal. Enfin, je sais qu'à Trampolino, ils font, enfin Trampo maintenant, pardon, Ouais. ils font ouais, des restitutions. Il y En a tout cas, effectivement la clôture du parcours se fait à Trampo avec une semaine de résidence, avec des artistes donc qui ne se connaissent pas et qui vont créer de la musique ensemble toute la semaine avec une direction musicale qui leur est proposée, où justement ils vont travailler sur cet angle-là par différents prismes, faire de la musique pour une photo, un extrait de cinéma, un court-métrage, de la pub. C'était assez drôle d'ailleurs, puisque c'est un de nos partenaires qui assurait ce module-là, et c'était une vraie pub. Donc, alors cette année, ça n'a pas fonctionné, mais l'année dernière, en fait, comment dire, le client a retenu effectivement la musique créée par un des groupes pendant ce stage. Donc, je pense que ça va leur faire quelques petits droits sympathiques pour cette pub télé. alors, une question de Charlie Maître de la Nef à Angoulême. Si deux accompagnateurs ont le même type de mission, cela compte-t-il comme deux partenaires? Par exemple, un accompagnement à l'échelle d'une région avec une mise en commun de moyens de différentes SMAC avec un artiste qui attend un retour d'un tourneur et qui n'aurait pas la réponse avant la deadline de la plateforme. C'est un projet passé par les Inouïs. Les Inouïs sont-ils considérés comme un partenaire professionnel? Alors, les Inuits ne sont pas considérés comme un partenaire professionnel. Alors, jusqu'ici, effectivement, on s'en droit de se questionner, puisque c'est un dispositif effectivement en lien déjà avec le fer, notamment à travers Transversal. Mais par contre, c'est un argument qui est souvent mis en avant dans les repérages des artistes pour une candidature qui est forcément pris en compte sur le fait que les Inuits enfin que l'artiste soit passé déjà par les Inuits. Ça montre effectivement qu'il y a déjà un niveau de repérage assez intéressant. Alors, pour les deux, comment dire, pour les deux, la question des deux SMAC ou du festival, ou voilà, c'est vraiment deux numéros de SIRET. Si je veux transposer un petit peu, imaginons qu'un artiste a un coéditeur, enfin deux coéditeurs. Effectivement, ça fait deux partenaires professionnels. Merci. Est-ce que nous Il y a, avons... Ah, il y a un vas-y, point. vas-y, Nicolas. Il y a un point que je voudrais préciser aussi dans l'appel à candidature, si vous devez sensibiliser les artistes, il y a une lettre d'intention qui est quand même très scrutée dans le dossier. Il y a une question quand même importante pour l'artiste, c'est en quoi le faire peut vous servir maintenant. Parce qu'il y a une question de temporalité qui est hyper importante.
Et donc, voilà, je vous alerte effectivement si vous avez des artistes qui candidatent, cette partie-là, elle est voilà, très étudiée pour être sûr que voilà, on soit bien en phase avec le parcours du fer. Pourquoi? Parce que le faire, c'est un investissement lourd, hein. C'est plus de 100 heures de formation, des rendez-vous, les rencontres professionnelles. Les prochaines vont durer 3 jours. C'est des rendez-vous où ça tourne avec la SACEM, la DAMI, Thalys Santé. On leur fait des bouchons d'oreille. Enfin, il y a plein d'acteurs qui rencontrent. Plus ça, plus les rendez-vous individuels, plus voilà, le conseil. C'est vraiment une année riche pour l'artiste, hein. Et c'est vrai que souvent, on a souvent considéré le faire peut-être comme une bourse aussi financière, mais les 5 000 euros, enfin, je pense qu'il y a plein de dispositifs qui arrivent largement à ces sommes-là. C'est pas voilà, le bénéfice principal. Même si personnellement, je trouve que la bourse est peu élevée dans le contexte de ce que ça coûte à produire aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il reste des dernières questions? N'hésitez pas. Ou est-ce que ça vous semble clair? Oui, moi je veux bien poser une dernière question. Ludo, Vas-y. la Belle Overstand. Donc Nico, est-ce que là tu dirais que la tendance dans la volonté de sélectionner les groupes, tu as envie de te rapprocher davantage des salles qui font déjà un dispositif d'accompagnement sur leur terrain et être un peu, entre guillemets, l'étape 2. Et est-ce que, parce que moi je percevais un peu le faire plus en direction, comme il y a quand même la volonté d'avoir au moins deux acteurs professionnels autour du projet, donc je voyais quand même le faire comme un dispositif pour des artistes déjà un peu accompagnés. Est-ce que là, de ce que je perçois, mais tu me dis si je me trompe, hein, tu as un peu la volonté de te tourner davantage vers les salles qui font déjà un beau premier travail de finalement d'accompagnement et d'être en quelque sorte l'étape 2 à la suite de ça. Bah, je pense que vous êtes tous hein, et toutes des acteurs hein, déjà professionnels de la filière, donc c'est important de le rappeler. Après, enfin, l'ambition en tout cas, c'est plus d'ouvrir davantage à comment dire, une interdépendance peut-être ou une plus grande cohésion entre le travail qui est fait sur les territoires et le travail qui va être vu peut-être comme très parisien parfois, puisque moi-même, enfin, avant d'être offert, des fois j'avais un peu l'impression que c'était Paris, quoi. Enfin, voilà. Après, il y a des explications à ça, parce qu'inversement, il y a une carence sur le live à Paris. C'est-à-dire que là où vous avez tous des outils assez intéressants pour accompagner les artistes sur cette partie-là, à Paris, c'est la croix et la bannière pour trouver des partenaires qui vont accueillir des artistes parisiens. Voilà pour travailler le live. Donc après, effectivement, il y a une ouverture sur cette volonté-là, mais qui pour moi est assez naturelle dans le sens où l'ensemble des dispositifs des territoires est beaucoup plus récent que le travail historique un peu du fer, des Inouïs et du chantier des Franco. Donc c'est important de tenir compte du travail qui est fait. Et c'est aussi la volonté de ne pas refaire des choses qui ont déjà été vues sur des dispositifs. C'est quand même de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, c'est marrant parce que sur les 7 lauréats, les 3 qui viennent de régions ont tous bénéficié à un moment donné d'un dispositif. Et on sent que du coup, c'est pas le même niveau, c'est pas la même culture. Donc oui, effectivement, c'est une approche qui veut ça. Alors après, c'est pas. Je pense que l'idée aussi du faire, hein, vous savez, c'est quand même une initiation du ministère de la Culture. Donc c'est aussi de retrouver peut-être voilà, un sens plus large et une connexion avec les dispositifs de territoire, même si après, j'ai envie de dire, il y a un moment aussi dans l'émergence, il y a toujours ce phénomène de... bah, c'est vrai que si je veux aller plus vite, je serais mieux à Paris parce qu'on y rencontre plus de monde plus facilement.
Mais c'était vrai aussi dans les territoires, hein. Enfin, moi, je me souviens de quand on Hello Music à Lille, il y avait effectivement, on disait oui, c'est que des artistes métropolitains et c'est un dispositif de métropole. Mais quand on regardait, c'est des étudiants qui viennent de Béthune ou d'Arras et qui viennent faire leurs études à Lille et il y a la même problématique. Donc, l'idée, c'est voilà, d'ouvrir davantage ce champ-là. Pour moi, il y a pas en termes de qualité artistique, il n'y a pas voilà, il y a aucune différence à faire là-dessus et d'être vigilant à ce que le faire soit. Euh, alors, j'ai pas encore trouvé les bons mots pour le dire parce que des fois j'ai un peu peur que ça fasse prétentieux, mais en tout cas qu'on soit un dispositif complémentaire un peu plus voilà, un peu plus fourni parce que c'est un an. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même soutenu comme programme. Et, euh, et ça, c'est voilà, c'est des moyens qui sont déployés, qui sont importants et qui peut-être correspondent davantage à une deuxième, voilà, un deuxième volet d'accompagnement. Mais après, enfin, vous savez que dans la musique, on n'a pas des choses qui sont certaines, mais on a des tendances, quoi. Enfin, parce qu'après, il peut y avoir des artistes qui sortent de nulle part et ça se passe très bien au faire, il y a pas de souci, quoi. Donc, faut pas en faire non plus voilà, un cheval de bataille absolu, mais en tout cas, c'est un peu la tendance, si je réponds bien à ta question, Ludo. Merci Nicolas. Charlie, Merci. n'hésite pas. Oui, bonjour. T'as apporté déjà quelques éléments de réponse. Tout à l'heure, tu parlais de remettre un peu le live justement au centre un peu du projet de l'année prochaine. Euh, Justement, quand tu insistes sur le fait sur la note d'intention de recontextualiser vraiment en quoi le faire va être un peu une étape supplémentaire et bien le marquer. Est-ce que justement par rapport au live, il y a des choses que vous avez anticipées ou imaginées pour l'année prochaine déjà auxquelles de potentiels lauréats pourraient s'accrocher pour se dire, bah, OK, je sors de 2 ans d'accompagnement de SMAC, du marketing digital, de la structuration pro, des rencontres juridiques, etc. J'en ai fait plein. C'est quoi justement je vais pas dire un gros mot, mais pas le game changer, mais le truc qui fait que que le faire, c'est un peu plus justement sur la question du live, parce que sur des artistes de territoire, je pense que la majorité des lauréats auront déjà fait de la première partie un peu à droite à gauche dans la région. Et qu'est-ce que justement la proposition live ou accompagnement au live du faire va un peu changer? Parce que tu disais que vous avez supprimé les séminaires artistiques. Je sais qu'on a vu l'opportunité d'en accueillir un à la Nef il y a 2 ans. Moi, j'avais trouvé justement la démarche assez cool de faire rencontrer des artistes qui venaient de toute la France dans une SMAC qu'ils ne connaissaient pas, avec des outils qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, pour moi, c'était peut-être quelque chose qui aurait été une bonne accroche pour des artistes en développement, quoi. Voilà. Oui, après, malheureusement, c'est des choix financiers. Moi, il me paraît plus important de remettre effectivement un événement live en fin de parcours que de développer une nouvelle compétence qui est de leur faire en gros écrire, composer des morceaux sur une semaine avec des gens et des contraintes qu'ils ne connaissent pas. C'est un exercice tout à fait intéressant, mais après il y a on va dire, des choix à faire sur la priorité. Après, j'ai envie de dire, si les artistes postulent en se disant cool, il va y avoir du live offert, je pense qu'il faut pas postuler que pour ça. Là où il y a une vraie compétence historique offerte est vraiment sur le réseau professionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, même s'ils ont des choses sur les territoires, mais par exemple, la présélection des 150 artistes, elle est envoyée à peu près à tous les DA de labels et maisons de disques. Et je peux vous dire qu'ils écoutent. Voilà, c'est important. Après, comment dire, dans les intérêts, je dirais, on va pousser le juridique ou la structuration à des niveaux quand même qui vont leur permettre de faire vérifier leur contrat avec leur partenaire via un avocat. On va parfois se positionner, et là ça a été le cas sur deux lauréats sur des problématiques là, en septembre, sur des contrats qui sont mal ficelés, qui sont pas très honnêtes, tout ça, bah, le faire va intervenir en médiation
pour essayer de trouver une solution pour sortir de là. Et là, on vient notamment oui, de changer contractuellement l'environnement de deux artistes parce que c'était pas possible, ça les mettait effectivement complètement sur le côté. Donc je dirais que la base du savoir-faire, sans mauvais jeu de mots, alors avec faire on peut en faire plein, euh, c'est plutôt d'avoir une vision à 360 du projet et de trouver, soit trouver les acteurs effectivement qui vont correspondre à leur projet, soit de les aider à se structurer, voilà, indépendamment d'un projet artistique, hein. On a aussi des lauréats qui parfois peuvent être très doués pour monter une SAS, mais un peu moins sur un plateau. Voilà, il y a des profils très différents. Le live, pour redire cet événement qui a aussi pour objectif de rassembler un peu tous les partenaires du fer et de la filière sur un événement à Paris. Et surtout, les lauréats nous réclament un événement ensemble, parce que c'est vrai que c'est pas une colonie de vacances, mais bon, il y a il y a quand même 2 stages sur 3 où ils dorment ensemble dans un même lieu. Voilà, donc il y a une communauté qui se crée. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on avait notamment une session live avec un partenaire sur les sessions studio. Et donc, il y a une artiste à qui il manque un guitariste, un guitariste d'un autre groupe qui joue sur la session. Enfin, voilà, on sent qu'il y a des amitiés, des histoires voilà, qui se créent. Et puis surtout, ça, vous le vivez aussi sur les territoires, hein. Il y a un point quand même important qui est l'inter-échange entre artistes quand on est dans ces dispositifs où ils s'apportent déjà mutuellement quand même beaucoup de choses. Donc après, ouais, si c'est juste un groupe qui se dit chouette, ils vont nous trouver un tourneur et on va refaire du live avec le fer. Je pense que ça reste qu'un des 5 piliers du dispositif. Merci Nicolas. Justine Galoud de la Gare à Coustelet dans le chat pose la question de est-ce que les structures qui portent aussi des dispositifs d'accompagnement, est-ce qu'il est pertinent de faire des lettres de recommandation et d'expliquer peut-être un peu les enjeux de ces dispositifs par rapport au groupe bien sûr qui candidate? Ah bah oui, alors ça, je plus sois. Ouais. Merci. Il y a une question que je voudrais aborder aussi avec vous, qui fait partie intégrante de mon projet, c'est la question des non-lauréats. Qui est quand même, vous imaginez, sur la sélection du fer, on répond à de nombreuses euh, complaintes. Pourquoi j'ai pas été sélectionné, voilà, machin. Et c'est vrai que, enfin, de ma vision, et je mets aussi des guillemets parce que je suis là depuis 2 mois et j'ai besoin de temps aussi pour approfondir ces choses-là, mais euh, c'est vrai que si on est dans les 15, on a l'impression d'avoir tout. Par contre, si on est 16e, on n'a plus rien, quoi. Voilà, c'est jusqu'au 800e ou 500e en fonction des années. Mais du coup, ça, c'est une problématique, sachant que au fer, il y a voilà, un serveur avec 36 ans de méthode d'accompagnement et que ce travail-là n'est pas du tout valorisé. Donc, on travaille aussi sur la refonte de la plateforme du fer, et notamment pour y apporter aussi du savoir-faire pour les non-lauréats. Alors, l'idée, c'est pas du tout de faire une énième plateforme de ressources. Mais c'est comment on pourrait valoriser les formations qu'on fait en physique avec les lauréats sur du tutoriel, comment on pourrait guider aujourd'hui, faire de la ressource de ressources en disant bah, si vous avez besoin des aides financières, allez plutôt sur monprojetmusique.com, si vous avez besoin enfin voilà, d'aiguiller tout ça et surtout d'analyser. C'est un objectif notamment qu'on s'est fixé avec la DGCA au niveau national, c'est d'analyser l'émergence. Et pour ça, on a besoin d'un outil numérique beaucoup plus performant
qui va permettre, en fait, ce qui va nous intéresser. Les 15 lauréats sont les 15 lauréats, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir une vision de l'ensemble des dossiers qu'on reçoit, des candidatures, pour essayer d'en tirer effectivement une évolution aussi dans l'émergence. Au niveau national et de pouvoir voilà de pouvoir en sortir de l'analyse qui est aussi attendue aussi dans nos missions voilà, d'essayer de comprendre un peu mieux l'évolution des artistes, leur structuration, tu sais, le fameux artiste auto-entrepreneur. Là, en ce moment, tout le monde s'émeut d'un éventuel retour du rock en 2026. Mais bon, pourquoi? Est-ce qu'on voit ça dans les candidatures? Enfin, voilà, on n'a pas trop de choses factuelles. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler à terme, hein, bien sûr, sur cette approche qui va nous permettre davantage de produire de la data sur ce qu'est l'émergence sur notre territoire. Super, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, on arrive tranquillement vers la fin de cette heure et demie. Donc, s'il vous reste des questions, besoin de précision ou partage sur tout ce qui a été présenté, c'est un peu le moment. Et si tout va bien pour vous et qu'il n'y a pas de choses en suspens, eh ben, on peut se le dire aussi. Alors, attendez, hop. Voilà, et s'arrêter là. Ah, petite nouvelle question. Merci Vincent Merlet du Château éphémère. La sensibilité du jury aux musiques électroniques. Comment est-ce que tu peux nous partager un petit peu, Nicolas? Ouais. Euh, ouais, je suis. Enfin, je trouve que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, je pense que comme je vous ai expliqué un petit peu les modalités et le déroulement du comité artistique, c'est vrai que c'est très en phase avec la personnalité des gens qui composent le jury. Et je suis content de cette question parce que c'est un point que j'avais moi-même soulevé où il y a très peu de musique électro en fait au fer. Et j'ai envie de dire que ça va être lié à la composition aussi voilà, des gens qui vont constituer le prochain comité artistique. Mais oui, je suis d'accord. Message entendu, merci beaucoup. On ne frustre personne si on s'arrête tranquillement là. Bon. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations super intéressantes. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Merci. Merci, on vous envoie le lien pour réécouter ou partager pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Nicolas, tiens-nous au courant. Si jamais tu n'hésites pas à nous réactiver s'il y a besoin de temps d'échange ou de partage, on pourra en tout cas avec le SMA être là. Il n'y a aucun plaisir. Ouais. Et je rappelle donc pour terminer que la plateforme est ouverte jusqu'au 17 novembre et attention à cette fameuse matinée Midi. du 17 qui peut aussi faire planter la plateforme d'appel à candidature sur les derniers arrivés. Voilà. Et midi, c'est Est-ce- midi, hein. C'est midi, là, c'est C'est intraitable. midi, L'équipe en interne, midi 2 c'est mort, hein. midi heure de la métropole. Voilà. Et est-ce que, Nicolas, il y a moyen ou pas de partager ton email? Ouais. Très simple, nicolas@lefer.org. Je peux vous le mettre dans le chat. Et après, j'ai quand même beaucoup parlé de connexion avec les territoires pour terminer. Et vraiment, enfin, je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aussi me déplacer énormément, hein. C'est un des enjeux importants, voilà, pour le faire, pour être au plus près de ce que vous faites déjà sur les territoires. Merci, Et bonne fin de journée. ce soir à Crossroads, d'ailleurs, pour des- Voilà. Hmm. Pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, tous à Roubaix et tout à Roubaix aussi. Hmm. Bonne fin de journée à vous toutes et tous et puis à très bientôt. On vous Merci à partage vous. le Merci lien. pour votre écoute. Merci. Merci.